Je dois confesser auprès de vous, ou bien reconnaître que je n'ai pas suivi le jour où le discours avait lieu, l'adresse du chef de l'État aux deux chambres, comme vous le savez, réunies en congrès pour le discours qu'on appelle l'État de la Nation. Un discours calqué un peu sur une tradition américaine, State of the Union Address, où le président américain, au cours de son mandat, vient au moins 4 fois devant la Chambre des représentants, probablement avec le Congrès, je voulais dire le Sénat, former un Congrès et s'adresser à travers leurs représentants au peuple américain. Nos autorités ont adopté cette coutume depuis le mandat précédent de Joseph Kabila Kabange. Et apparemment, c'est un discours très attendu, très couru, à la fois par les médias et l'opinion, qu'elle soit nationale ou internationale, parce que généralement, on avait par le passé un président très peu bavard, et c'était l'une des rares occasions où on savait qu'il allait s'adresser aux populations. Personnellement, je suis pour une autre tradition, celle du meeting populaire, parce que la tradition du meeting populaire est beaucoup plus proche de nos usages, on va dire en termes de coutumes politiques. Vous voyez, quand les opposants veulent s'adresser à la population, ils convoquent un meeting à la place Sainte-Thérèse, n'est-ce pas? Et ce meeting, il est calqué en fait sur une pratique du président Mobutu, qui, dès les jeunes années de son régime, avait habitué les masses populaires à cette rencontre. Je ne suis pas sûr que le président Kasavubu ait eu quelque peu ce type de rencontre, mais on sait par ailleurs que même à l'époque de la lutte pour l'indépendance, les grands partis de l'époque, le MNC, l'ABACO et les autres avaient l'habitude d'avoir des meetings, des rencontres comme ça avec leurs militants de base. Et c'est resté. Et je crois que Mobutu le faisait assez bien, parce que beaucoup de choses dont on se souvient, nous qui étions assez jeunes à l'époque, c'est des choses qu'il avait dites à l'occasion de ces meetings-là. Et je pense que l'intérêt de l'exercice, c'est justement de faire passer sa pensée politique au plus grand nombre. Je suggérerais aux nouvelles autorités de réfléchir à la fois à cet autre format. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'État de la Nation est inscrit dans la Constitution, mais bon, ma foi, il faut faire avec ce qui marche, il faut innover, il faut trouver le bon exercice qui fasse du sens pour nos populations, et je pense que, à mon avis, ça serait de revenir au meeting populaire. Bon, moi aussi, malgré tout, je suis congolais. Je réagis en disant que c'est vrai qu'un certain nombre de choses que nous apprenons, qui sont promises par le magistrat suprême, par le chef de l'État, me semblent un petit peu difficile à concrétiser, parce que je dirais ce n'est pas sa volonté qui est en cause, c'est, on va dire, les conditions même pour réaliser un certain nombre de ces promesses qui me semblent être problématiques. Tenez, on pourrait revenir sur la gratuité de l'enseignement, qui est, je dirais, une promesse centrale dans la politique du chef de l'État. Nous voyons tous que le chef de l'État y met vraiment du sien pour réussir cette mesure-là, mais elle est très difficile parce qu'elle coûte extrêmement cher en termes d'organisation, en termes de réactivité, etc. Et sur cette question, malheureusement, j'ai l'impression que le gouvernement s'y est pris un peu tard. Donc les évaluations préalables qui auraient dû accompagner cette mesure ne sont pas là. Et donc on est un peu dans le cas par cas. Et c'est pour ça que c'est une promesse difficile à tenir. Il y en a d'autres, il y a par exemple la situation de l'Est qui fait partie des promesses du chef de l'État. À l'époque, candidat à la magistrature suprême, puis élu chef de l'État. Bon, les gens se sont attendus à le voir se déplacer à l'Est, s'installer là-bas. Personnellement, je ne suis pas militaire. Je ne sais pas pourquoi elle a fait la promesse, mais je me rends compte que c'est difficile à réaliser. Parce que ce qui se passe à l'Est n'est pas conventionnel. Ce n'est pas une armée en face, bien organisée, structurée, qui attaque des points précis. Les objectifs ne sont pas connus. Pourquoi nos pauvres compatriotes se font massacrer?
des enfants, des bébés, des vieillards, de toutes sortes, toutes catégories d'âge et de conditions. Donc ça devient absurde. C'est difficile à ce moment-là de promettre dans ce sens-là. J'entends à gauche, à droite, les gens promettent que voilà, il faut prendre contact avec les assaillants, il faut essayer de trouver une façon de régler le différend autour d'une table, mais c'est d'une barbarie telle que je ne sais pas si discuter avec ces gens-là, si ça ne serait pas une faute morale. Je n'en sais rien, mais j'en doute. Je suis très inquiet quant à ce. Je ne sais pas si on peut trouver une vraie solution par rapport à cette question. Et ça faisait partie des promesses du chef d'État. C'est difficile à tenir. Il y en a d'autres, hein, je prends un peu au hasard. L'état des routes, l'état de notre justice, l'état de notre administration. Vous savez, tout est urgent au Congo. Je ne ferai pas de procès au chef de l'État quant au fait qu'il réalise ou qu'il ne réalise pas. Mais à sa place, j'aimerais me concentrer sur peut-être l'un ou l'autre objectif, peut-être plus modeste, mais qui serait à portée de main, ma foi, et qui permettrait par exemple d'arriver à des résultats. Tenez par exemple le budget, finalement on arrive à 11 milliards, mais nos partenaires nous disent que ça va être très très difficile à tenir. Ce n'est pas la bonne volonté du gouvernement qui est en cause ici, ce sont les conditions techniques de réalisation d'une telle mobilisation sur une période aussi courte, hein, le doublement quasiment du budget ou son augmentation de 50%, c'est pratiquement, oui, c'est le doublement, hein, c'est difficile à tenir. Vous savez que même en termes de réalisation, l'exercice précédent, on n'a pas dépassé les 3,5 milliards. Donc, passer comme ça à 11, ça me semble quand même un peu difficile à tenir. Et ça va avoir comme conséquence que beaucoup d'activités qui vont être programmées, budgétisées, ne pourront pas être effectivement exécutées, elles vont être reportées. Et ce sont des espoirs et les attentes de la population qui seront ainsi de proche en proche reportées ou remises simplement au calendrier congolais. Ça, c'est un vrai souci. Oui, un vrai souci pour ça. Vous m'avez encore révélé quelque chose. Vous avez parlé du budget ici, mais les taux de dollars sur le marché, ça fait qu'augmenter pour ça. C'est quoi? Quelle politique a utilisé? Qu'est-ce qui s'est fait vraiment jusqu'à ce niveau-là pour ça? Bon, vous savez, notre situation, elle est classique. Hein. Elle est celle d'un pays dont la monnaie a perdu tout droit, on va dire, de seigneurage. Dont la monnaie n'arrive pas à remplir un certain nombre de ses fonctions classiques, hein, comme elle n'est pas notre réserve de valeur, elle n'est pas libératoire dans un certain nombre d'échanges, etc. Donc il y a très peu finalement je dirais de prérogatives, hein, qui restent à la monnaie congolaise. Pour la preuve, si quelqu'un veut investir ici, il n'investira pas en francs congolais. Il investit en dollars, etc. Et nos réserves de change, par ailleurs, ont beaucoup baissé. Pour plusieurs raisons. Il y a eu déjà le coût de l'ajustement politique, puisqu'il y a eu un ajustement politique, les gens sont restés un petit peu attentistes. Ça coule de source. Il y a eu aussi, dans l'euphorie probablement du changement, un certain nombre d'engagements de pur prestige, hein, pour justement célébrer l'avènement d'une nouvelle autorité. Ça, on l'entend bien, mais maintenant, je crois, sans être acerbe, c'est le moment de se recentrer, n'est-ce pas, pour essayer de remettre un petit peu sur le métier l'effort, n'est-ce pas, et parvenir à juguler cette question-là. Vous savez, le franc congolais, dans l'état actuel des choses, n'est plus que l'ombre de lui-même. Hein, tous ces dérapages-là indiquent clairement que ce n'est pas véritablement l'instrument de libération des dettes auquel on pourrait s'attendre. Donc, ça va prendre encore un peu de temps et on ne peut pas malheureusement légiférer en la matière. Il faut remettre de la confiance. S'il y a de l'ordre dans la gestion des finances publiques, vous allez vous rendre compte que très rapidement, on aura aussi ce même ordre qui va se répercuter dans l'ensemble ou sur l'ensemble de l'économie. Je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de bras de fer, il n'y a pas de volonté de la part des professeurs de contester la circulaire, ce que nous appelons
les instructions académiques pour l'année en cours, la 021 en l'occurrence, loin de là. C'est tout à fait autre chose. Et le ministre, lui aussi, a été clair. Le ministre a dit qu'il y avait d'une part le Minerval, et à côté du Minerval, il y avait les frais connexes. Parce que ces frais connexes ont toujours été payés. Quand vous faites l'université à Kinshasa, vous n'êtes pas comme quelqu'un qui a étudié à Calais, en fait, ou à Lubumbashi, ou bien, je ne sais pas moi, à Angoango, ou bien n'importe quel de nos territoires les plus reculés ou les plus septentrionaux, hein, Farage et compagnie. Non. Nous sommes à Kin, Lubumbashi, Kisangani, Goma, toutes ces grandes villes. Il y a d'autres réalités et nous avons beaucoup plus d'étudiants que les autres. C'est comme ça que la circulaire, ce n'est pas la première, mais plusieurs circulaires avant celle-là, je crois depuis à peu près 18-20 ans, n'est-ce pas, prévoit que des partenaires à l'activité économique se retrouvent ensemble pour discuter de comment est-ce qu'on va justement ventiler ces fameux frais connexes. Mais le ministre a simplement précisé que le Minerval, sur l'ensemble du territoire national, pour les institutions privées comme pour les institutions publiques, soit le même. Ça, c'est le Minerval, à ne pas confondre avec les frais d'études ou les frais connexes. Quelqu'un qui fait les études de Polytechnique a des laboratoires à faire, quelqu'un qui fait la chimie a des laboratoires à faire, la physique, etc. Et puis il y a celui qui fait la littérature, n'est-ce pas? Encore que là, il peut faire un laboratoire de langue, voyez-vous. Donc, tout le monde ne fait pas les mêmes études, donc toutes les études ne coûtent pas la même chose. Vous faites des sciences pharmaceutiques, ben, il faut faire du labo, n'est-ce pas? Il faut fixer ces montants-là. C'est comme ça que la circulaire du ministre, qui est d'autant plus extrêmement claire, j'insiste là-dessus, le document est clair. Mais ce qui se passe, monsieur le journaliste, c'est que les étudiants ont pris l'habitude, n'est-ce pas, d'un certain nombre de largesses, n'est-ce pas, et ils veulent voir, les étudiants ainsi que d'autres, hein, il y a aussi des esprits chagrins dans l'ombre qui manipulent tout ça, veulent voir finalement un certain nombre de ces privilèges-là se prolonger de manière indue. Et j'aime autant vous dire que cela fait un dommage incommensurable au système éducatif de notre pays. Je répète, un dommage incommensurable. Parce qu'à la longue, nous finissons par former des gens qui ne reçoivent aucune qualification, qui sont incapables d'être des médecins, qui sont incapables d'être des bons juristes, qui sont incapables d'être des bons économistes, d'être des bons pédagogues, etc., etc. On ne forme plus personne. Donc ça équivaut à quoi? À un gaspillage pur et simple de ressources. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire aux parents, aux étudiants, aux professeurs et à tout le monde qui est concerné par la question de l'enseignement supérieur, il vaut mieux pour nous tous de faire un effort, de faire des sacrifices, de mettre des moyens pour cela, afin que nos enfants, ou plutôt les étudiants, je n'aime pas tellement le terme des enfants, ça insiste sur l'irresponsabilité, afin que les étudiants, puisque certains se prennent en charge même eux-mêmes, comprennent bien où est leur intérêt. Si votre formation ne coûte rien du tout, vous pouvez conclure, monsieur, que vous n'êtes pas du tout formé. Si vous n'êtes pas allé à l'université pour laquelle vous avez fait les dépenses conséquentes, vous n'avez aucune valeur sur le marché. La première université au monde, je crois que ça reste l'université de Harvard, de Massachusetts, quelque part là, ça coûte 18 ou 20 000 $ l'année, ou 30 000, je ne sais pas, davantage pour certaines filières, n'est-ce pas? Parfois même 100 000 par filière, ça dépend de ce que vous faites. Et quand ces gens-là sortent de l'université, avant même qu'ils sortent, pour certains, ils sont déjà embauchés. Ils peuvent négocier des salaires de 5 000, 7 000, 8 000 $ pour commencer. Ils finissent la carrière avec des salaires de 60 000 $. C'est ça l'ambition. Donc nous devons réfléchir, et je crois que le ministre a été clair, on aura bientôt des états généraux, on pourra en discuter. Bien, il va être clair à un moment donné que le courage va consister à dire aux parents, à l'État, à tout le monde, on ne peut pas continuer. Le système, il est à bout, n'est-ce pas? La gratuité, la formation, vaille que vaille, à coût de 2-3 francs à gauche et à droite, ça ne fonctionne pas. Pourquoi on aura des institutions comme des instituts supérieurs techniques, des IST, ISTA, ISTP, un peu partout, même là où il n'y a pas de laboratoire, même là où il n'y a pas de professeur? Donc tout ça coûte de l'argent. Les gens doivent arrêter de se plaindre en disant que la formation est chère, etc. Oui, la formation est chère parce que les gens qui doivent sortir de là doivent valoir quelque chose. N'est-ce pas? Si la formation ne coûte rien, on aura des médecins qui vont accepter de faire un travail d'infirmier à gauche et à droite, vont tuer des gens parce qu'ils n'ont pas reçu les compétences pour ça. N'est-ce pas?
On doit arrêter de penser que l'enseignement supérieur, c'est l'exutoire. Hein, tous ces gens qui n'ont pas de qualification, qui n'ont rien à faire dans la vie, doivent aller à l'issue. Non. On doit faire en sorte que notre pays s'assure que ceux qui viennent à l'issue sont les meilleurs, que leur formation a coûté cher, a valu des sacrifices, et ces sacrifices payent à la fin. Voilà, je crois que j'ai été clair. Je ne veux pas revenir sur les montants, mais je sais que le ministre a indiqué assez clairement qu'il a encouragé les partenaires à se retrouver et à discuter. À l'UNIKIN, c'est en train d'avoir lieu, n'est-ce pas, le comité de gestion avec les autres partenaires sont en train de discuter de manière sereine. Quand ils vont sortir de là, eh bien nous tous devons accepter les conclusions. Parce que c'est un processus, comment on dit, un processus négocié. Ce n'est pas quelqu'un qui vient qui dit non, aujourd'hui vous payez tant. Non, c'est négocié. Il y a plusieurs partenaires autour de la table. Les étudiants sont là. Et ceux des étudiants qui ont la volonté que ça soit différent, eh bien, ils auraient dû être candidats aux élections pour conduire les autres. Ceux qui sont là, élus maintenant, c'est eux qui négocient au nom de la communauté. Et pour que le vote des étudiants vale quelque chose, il faut que les étudiants eux-mêmes respectent, n'est-ce pas, leur propre choix. S'ils ont choisi quelqu'un qui est allé négocier et qui a obtenu des choses pour eux, bien, ils doivent le soutenir, n'est-ce pas? Je pense que ça va énormément modifier un peu notre point de vue sur ces questions. Bon, cher ami, merci d'abord à vous pour votre patience. Voilà, vous avez été assez disponible pour venir nous voir à l'université régulièrement, échanger sur les questions qui concernent notre pays, son devenir, l'évolution de ces institutions. Je ne peux que vous remercier en premier. Remercier aussi vos fidèles téléspectateurs qui nous suivent et qui ne manquent pas d'émettre aussi leur avis, mais qui n'ont pas besoin d'être toujours d'accord avec nous. Ce n'est que le point de vue d'une seule personne. Ça vaut seulement ce que cette personne-là peut exprimer en toute humilité. J'espère que l'année 2020 sera très intéressante pour le Congo. Ce sera l'année à annoncer le chef de l'État, l'année de l'action. On attend tous avec impatience de voir ce que cette action va donner. Et nous serons là pour saluer, n'est-ce pas, les avancées, pour attirer l'attention du public sur ceux qui peut-être n'aura pas été selon les attentes, et pour aussi tirer la sonnette d'alarme lorsque les choses vont complètement de travers. Pour le reste, mes voeux, les meilleurs à tous, de bonheur surtout, de prospérité, de beaucoup d'amour, de joie, et dans un esprit de partage. Nous attendons avec impatience les célébrations de fin d'année.